On va commencer. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes à cet événement virtuel de la section Québec du Conseil international du Canada. Pour l'activité d'aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir M. Marcel Groslot, président général de l'Union des producteurs agricoles du Québec. Nous sommes impatients de l'entendre nous parler de sa vision des enjeux internationaux auxquels fait face l'agriculture au Québec. C'est avec plaisir aussi que nous comptons sur la participation de Mme Malorie Flon, directrice au développement à l'Institut du Nouveau Monde, qui a accepté d'agir comme modératrice pour cet événement. Mon nom est Ronald Grégoire, président de la section Québec du Conseil international du Canada. Avant de commencer, j'aimerais vous parler brièvement du Conseil international du Canada, le CIC, qui est un groupe de réflexion associatif non partisan et indépendant. Notre mission est de stimuler un engagement des citoyens dans un discours et des débats constructifs pour définir la politique étrangère canadienne. Nous encourageons aussi une prise de conscience et une analyse critique des enjeux de la politique étrangère du Canada et des relations internationales du Québec. Des 17 sections régionales du CIC au travers du Canada, la section Québec est la seule entièrement francophone. Avec la réalité des événements virtuels, nos activités en français peuvent rejoindre des francophones et francophiles un peu partout au Canada. Si vous n'êtes pas déjà membre du CIC, nous vous invitons à le devenir. C'est simple, vous allez sur conseilinternational.org et vous cliquez « Devenez membre ». En devenant membre, cela vous permettra de vous impliquer plus activement dans nos activités et de recevoir nos communications. Pour en revenir à notre événement d'aujourd'hui, c'est avec un grand intérêt que je vais écouter M. Groslot, parce que d'autant plus que j'ai moi-même grandi sur une ferme laitière qui, en passant, était située dans la région de Platform Mine, d'où nous vient M. Groslot. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Mme Flon. Elle nous en dira plus sur notre invité d'aujourd'hui. Donc, Mme Flon, c'est à vous. Bonjour à tous et à toutes. Merci, M. Grégoire, pour cette invitation, pour cette introduction. Donc, c'est ça, je m'appelle Malorie, je suis directrice du développement à l'Institut du Nouveau Monde. Et l'INM, c'est une organisation indépendante, sans but lucratif et non partisane, dont la mission est d'encourager la participation des citoyens à la vie démocratique. Et on réalise cette mission on conduit toutes sortes de programmes d'éducation à la citoyenneté, en particulier auprès des jeunes, et on anime des démarches participatives et des débats publics sur toutes sortes d'enjeux d'intérêt public. Donc, à l'automne 2020, on a eu la chance, l'occasion de collaborer avec l'Union des producteurs agricoles en pilotant un dialogue sur l'autonomie alimentaire du Québec. Et donc, c'est un projet qui s'est échelonné sur plusieurs mois et qui a réuni deux groupes, un groupe de citoyens et un groupe de producteurs, donc les deux extrémités de la chaîne alimentaire, qui ont été sélectionnés sur la base de leur intérêt, mais aussi de critères de représentation de diversité démographique. Et leur mandat était de réfléchir ensemble aux enjeux de l'autonomie alimentaire. Et ils ont, à la suite d'une série de rencontres, d'informations et de délibérations, ces gens-là ont élaboré un contrat social, donc un document qui recensait les engagements qu'ils étaient prêts à prendre, eux, comme citoyens, comme producteurs agricoles, pour l'autonomie alimentaire du Québec, qui incluait aussi un appel à d'autres acteurs socio-économiques à prendre ces engagements-là. Donc, si vous avez la curiosité, je vous invite à aller, vous pouvez trouver le document sur le site de l'INM. Mais donc, on sait d'expérience, après avoir animé cette démarche-là, que c'est un sujet, l'autonomie alimentaire, qui intéresse beaucoup la population. Et donc, je suis contente d'avoir l'occasion de m'entretenir à nouveau avec vous qui nous écoutez aujourd'hui, avec M. Groslot, qui va nous parler des enjeux internationaux de l'agriculture, certainement en lien avec une visée d'autonomie alimentaire. Donc, je vous le présente. Il y a déjà eu une petite introduction, mais donc, M. Groslot est producteur laitier à Thetford Mines, c'est dans la région de Chaudière-Appalaches. Il est donc président général de l'UPA depuis décembre 2011 et il est copropriétaire avec son frère Denis de la ferme DM Groslot, cette ferme familiale qui a un troupeau de 250 têtes, dont 200 en lactation, et qui produit à même ses terres une partie importante des besoins alimentaires du troupeau. Et M. Groslot, je comprends que Charles, votre neveu, donc le fils de votre frère, va
être la troisième génération là, sur la ferme qui a vu le jour en 1946. Vous avez eu, votre frère et vous, le prix d'excellence Cérès du Salon de l'agriculture qui est destiné à souligner vos qualités de gestionnaire. Donc, l'implication de Marcel Groslot dans le secteur agricole déborde aussi le cadre de la présidence de l'UPA. Il est également président d'UPA Développement international et vice-président d'Agricorps, qui est un regroupement de 13 agri-agences qui œuvrent sur tous les continents. Il est également coprésident de la Coalition pour l'exception agricole et alimentaire, membre du conseil d'administration de l'ITHQ, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Il siège au sein de la Fédération canadienne de l'agriculture et est depuis février membre du conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada. M. Groslot a été membre du conseil de l'accord de libre-échange nord-américain, un comité chargé de conseiller le gouvernement canadien dans les renégociations de cet accord. Enfin, il a participé à de nombreuses missions à l'étranger lors de suivis de négociations d'ententes commerciales bilatérales et multilatérales ou dans le cadre de rencontres internationales d'organisations agricoles, en plus de siéger au comité d'audit de l'Organisation mondiale des agriculteurs. Donc, M. Groslot, on vous écoute. Merci, Mallory, pardon. M. Grégoire du Conseil international canadien. Alors, ça me fait plaisir de prendre quelques minutes pour peut-être situer l'agriculture du Québec au niveau international. Donc, par rapport à l'ensemble des échanges internationaux agroalimentaires finalement, quelques questions en lien aussi avec ce que Mallory disait, là, la discussion qu'il y a eu au niveau du dialogue qu'on a fait entre producteurs et consommateurs sous la supervision de l'INM, mais les enjeux relatifs à l'alimentation mondiale dans les années futures, dans les années à venir. Alors, tout d'abord, l'Union des producteurs agricoles, pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors, nous sommes l'organisme accrédité au Québec pour représenter tous les producteurs agricoles. On existe depuis 96 ans. L'agriculture au Québec, c'est 29 000 entreprises administrées, gérées, opérées par 42 000 producteurs et productrices agricoles. Je dirais aussi que l'agriculture se diversifie beaucoup ces dernières années. On voit apparaître de plus en plus de nouvelles fermes, moins grandes, des plus petites entreprises agricoles dont la mise en marché est surtout locale, mais qui amène un dynamisme nouveau au niveau agricole au Québec. Alors, je vais demander à Jessica de tourner la présentation parce que c'est elle qui va le faire. Donc, vous m'excuserez si après chaque acétate, là, je vais demander d'aller à la suivante. Alors, ça a été mentionné, l'Union des producteurs agricoles s'implique beaucoup au niveau international depuis plusieurs années. L'enjeu des relations ou du commerce international est toujours très sensible en agriculture. Vous remarquerez que dans toutes les ententes internationales signées par le Canada, négociées par le Canada ou auxquelles le Canada a participé, les questions agricoles et alimentaires sont toujours les dernières à être réglées parce que c'est un sujet qui affecte l'occupation du territoire, qui affecte des milliers d'entreprises, des millions de personnes. Alors, c'est toujours extrêmement délicat à négocier. L'UPA, ici c'est mentionné en 1993, on a créé UPA Développement international, donc une agence pour aider les agriculteurs des pays, dans les pays moins favorisés, à structurer leur mise en marché agricole. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on accompagne déjà depuis cette époque-là plus de 57 organisations paysannes dans 8 pays. Puis on a signé une entente. On a été la première organisation agricole à signer une entente avec la FAO, directement avec la FAO.
Ici, je suis avec M. José Graziano, qui était à ce moment-là le président de la FAO. Depuis, il y a quelques autres organisations agricoles qui le font, mais on a une collaboration très étroite avec la FAO. Suivante. L'agriculture au Québec, bon, si on la compare au Canada, 15% des producteurs agricoles du Canada sont québécois. Donc, je mentionnais 42 000 sur les 272 000. 15% des entreprises également, donc, et 14% des recettes monétaires et seulement 5% par contre des terres en culture au Canada. Donc, l'agriculture du Québec est assez intensive parce que vous le voyez, sur 5% des terres, on a 14% des recettes monétaires canadiennes. Ça s'explique entre autres par la diversité de notre agriculture, mais aussi on est une agriculture très orientée sur la production animale. Si j'additionne tout ce qui provient de la production animale sur le diagramme que vous avez là, c'est 53% des revenus agricoles qui proviennent de production animale. Ici, je pense œufs, autant œufs, volailles que lait et les autres. Là. Donc, c'est plus de 53%. Donc, nécessairement, c'est une valeur ajoutée parce que lorsqu'on fait une production animale, on utilise soit du fourrage ou des céréales on valorise ces productions-là vers une production à valeur ajoutée, donc ça augmente nos revenus. La production, par contre, se développe ces années-ci davantage du côté végétal. Le secteur maraîcher, horticole prend de plus en plus d'importance. Ça correspond à la consommation canadienne là, de légumes et de produits horticoles. Également, le secteur de l'érable qui est en forte croissance au Québec. Suivant. Alors, pour poursuivre un peu sur le portrait de notre agriculture, 14% des exportations agroalimentaires du Canada proviennent du Québec. Alors, c'est en ligne un peu avec le niveau de la production. Nos principaux produits importés, viande porcine, tout le monde le sait. Peut-être quelque chose qui surprend, cacao et préparation. Alors, nous sommes des importateurs de cacao et de sucre. Et on exporte ces produits-là principalement vers les États-Unis en produits transformés. Donc, tout ça est conséquent. Ici, il n'y a pas de tarif sur les importations du sucre et du cacao, alors qu'aux États-Unis, il y en a. Par contre, sur les produits transformés américains, il n'y a pas de tarif. Donc, on a un avantage à transformer ici et à exporter vers les États-Unis. Donc, fruits et légumes, 10%, c'est surtout des légumes vers le marché nord-américain. Préparation alimentaire, bon, vous voyez. Miel, érable, 7%, donc ça, c'est en croissance également. Oléagineux, on pense surtout au soya ici, qu'on exporte vers les pays asiatiques. 14% des importations du Canada sont faites vers le Québec. Les principaux produits importés, les boissons, le vin, et vous allez voir dans la étape suivante d'où proviennent nos importations principalement. Lorsqu'on voit miel, érable et sucre dans la liste, c'est sûr que c'est davantage sucre et miel que produit de l'érable. Vous l'aurez sans doute deviné. Suivant. Ici, notre balance commerciale, c'est intéressant pour le Québec. Alors, on exporte davantage qu'on importe en valeur. Donc, c'est donc dire qu'on exporte des produits à valeur ajoutée davantage qu'on en importe. 62% de nos exportations sont dirigées vers les États-Unis, ce qui explique l'importance pour nous d'avoir une entente bilatérale. Dans ce cas-ci, c'est trilatéral, puisque le Mexique est impliqué, mais d'avoir une entente commerciale avec les États-Unis pour assurer la stabilité de nos échanges. Par contre, 31% de nos importations proviennent de l'Europe. Bon, les produits comme le vin, ils sont pour beaucoup, et 20% des États-Unis. Donc, c'est sûr qu'avec les États-Unis, c'est vraiment un marché important puisque 62% de nos exportations comptent 20% de nos importations. Et notre balance commerciale est positive de tout près de 2 milliards de dollars en produits agroalimentaires. Alors, le commerce mondial des produits alimentaires a plus que doublé depuis 1995. C'était le souhait
du GATT, qui est devenu l'Organisation mondiale du commerce. En 1994, on a ajouté dans cette entente-là un chapitre sur l'agriculture pour favoriser le commerce agricole, en fait, pour s'adapter au commerce agricole, puisque le commerce agricole et alimentaire avait déjà commencé. Par contre, il y avait énormément d'interventions des États-Unis et de l'Europe en soutien à l'exportation. Et en 1994, lorsqu'on a introduit un chapitre agroalimentaire à l'OMC, dans l'entente de l'OMC, c'était pour essayer de limiter, d'encadrer l'intervention des États au niveau du commerce agroalimentaire. Le Canada, naturellement, s'est inscrit dans cette tendance. On est un des 6 principaux pays exportateurs de denrées agricoles dans le monde. Ça s'explique par la superficie du Canada. Depuis 10 ans, nos exportations ont augmenté de 68 Nos importations ont augmenté aussi. Le Québec s'inscrit dans cette tangente-là avec une augmentation de 75 de ses exportations depuis 10 ans, contre 34 d'augmentation de ses importations. Le Québec, le porc est vraiment important. C'est notre principal produit d'exportation. C'est un produit quand même à forte valeur ajoutée dans le marché agroalimentaire. Ça ne s'est pas fait sans effets secondaires. Les secteurs sous gestion de l'offre ont souvent dû payer le prix de nos ententes commerciales, que ce soit la dernière dans le partenariat transpacifique ou global et il y a une autre lettre qui s'est ajoutée, là. Vous me pardonnerez de l'oublier, mais qui regroupe les pays Asie-Pacifique qui donnent sur l'océan Pacifique. Donc, on a sacrifié une certaine partie de nos volumes dans cet échange-là, cette entente-là, avec le marché européen également, et plus récemment avec le nouvel ACAUM, qui est le nouvel accord, le nouvel accord de l'ALENA avec les États-Unis. Donc, au total, on a cédé 8,4 de la production et de la transformation laitière. Ça représente quand même, à l'échelle, pour visualiser un peu mieux ce que ça peut représenter, selon le troupeau moyen au Québec, c'est 1200 fermes laitières au Canada qui ont été, disons, qui ont dû abandonner leur production ou dont la production va être remplacée par des importations. Donc, le commerce international, bon, c'est vrai, au Canada, vous entendez souvent dire qu'on critique les ententes commerciales parce qu'on sacrifie souvent les productions sous gestion de l'offre, mais il n'en demeure pas moins que le commerce des denrées agricoles est nécessaire et va se poursuivre. L'augmentation de la population mondiale l'exige. Il y a 50, on estime qu'il y aura 10 milliards de personnes à nourrir en 2050. C'est 2 milliards de plus que maintenant. Ces gens-là vont s'installer vont provenir de pays où le potentiel agricole est limité. On pense aux pays asiatiques notamment. Par contre, en Afrique, là où la population est en forte croissance aussi, le potentiel agricole est immense dans ce continent-là et encore sous-exploité. Donc, c'est pas la règle que tous ces nouveaux citoyens-là devront être nourris par le commerce agricole. Plusieurs pays, commerce international agricole. Alors, puis, plusieurs pays donc n'ont pas les ressources agricoles pour nourrir leur population. Les échanges sont donc nécessaires pour assurer la sécurité alimentaire. Les échanges sont nécessaires pas uniquement parce que les ressources agricoles sont insuffisantes, mais dû aux intempéries climatiques, aux aléas climatiques, il se peut qu'un État doive importer plus une certaine année parce que la production a été déficiente. Donc, il faut prévoir des mécanismes dans ces situations-là. Donc, le Canada doit continuer de négocier des ententes internationales pour trouver des marchés à nos produits. Le Canada peut augmenter encore sa production, va devoir le faire. Mais nous, ce qu'on considère de plus en plus, puis c'est ce qu'on
l'UPA, c'est le message de l'UPA depuis plusieurs années. Tout ça doit se faire en préservant un certain niveau d'autonomie alimentaire et en protégeant certains produits sensibles. Et il en va de la sécurité alimentaire des pays également. Ne dépendre que du commerce alimentaire, c'est aussi risqué, c'est très risqué. Alors, pour nous, le commerce international doit se faire en favorisant l'autonomie alimentaire de chaque nation. Puis on voit que les marchés sont suffisamment en croissance pour que la protection de l'autonomie alimentaire nationale ne soit pas une entrave à un commerce international alimentaire qui va évoluer, mais qui doit aussi s'adapter pas uniquement aux enjeux commerciaux, mais à d'autres enjeux sociaux. Donc, il est important de concilier l'autonomie alimentaire et les exportations. Lorsqu'on regarde la dernière crise sanitaire, celle qu'on vit encore actuellement, si on avait dû limiter le transport des marchandises pour des raisons sanitaires, ce qui n'a pas été le cas dans cette pandémie-ci, ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas être le cas dans une autre, si on dépend presque exclusivement ou de façon importante des importations, ça devient extrêmement risqué pour nos populations. Si les aléas climatiques venaient affecter des pays qui produisent de façon importante et qui exportent de façon importante, ces pays-là vont dans un premier temps s'assurer de nourrir leur population. En 2008, on l'avait vu, des tarifs avaient été imposés sur les exportations de riz et ça avait amené une flambée des prix des céréales sur les marchés et accentué l'insécurité alimentaire dans plusieurs nations. On avait même assisté, on appelait, à l'époque, on parlait des émeutes de la faim, mais c'est très fragile. C'est sûr que la population, si la famine s'installe, on ne peut pas parler de sécurité nationale. Alors, il faut donc, moi je dis, civiliser nos échanges internationaux agroalimentaires pour assurer davantage de sécurité alimentaire à l'échelle de la planète. Ce concept est largement consensuel auprès de l'industrie agroalimentaire. Le concept d'autonomie alimentaire ici au Canada, malgré qu'on est un pays exportateur, si vous parlez aux transformateurs, si vous parlez aux distributeurs, aux agriculteurs, c'est un concept qui est largement consensuel. Suivant. Donc, on l'a vérifié d'autant plus lorsqu'on a tenu notre activité, dont Mallory vous a parlé un peu plus tôt, celle du dialogue sur l'autonomie alimentaire. Alors, on avait réuni des producteurs pour discuter de l'autonomie alimentaire et, parallèlement à ça, des consommateurs également. Le constat, autant des consommateurs et des producteurs, était qu'il était favorable de s'alimenter le plus possible localement, d'avoir des comportements éthiques, tant au niveau de la production agricole que de la consommation, pour favoriser la protection de l'environnement, la protection de la biodiversité, la protection de la qualité de l'eau. Donc, tout ça était important autant pour les consommateurs que les producteurs. Et une plus grande sensibilisation dans nos habitudes de consommation passe par une consommation éthique. Et pour répondre à cette consommation-là, les producteurs constatent qu'eux aussi doivent favoriser une production la plus respectueuse de l'environnement. Mais lorsqu'on est en compétition avec des produits importés qui ne sont pas soumis aux règles qu'on impose aux produits à la production nationale, ça devient extrêmement difficile. Donc, il y a tous ces enjeux-là qu'on va devoir ajouter aux considérations de commerce international agroalimentaire. Mais peut-être avant voyez-vous, si je vais dans les points qui ont fait l'unanimité lors du contrat social, alors valorisation et protection du territoire agricole.
durabilité du modèle agroalimentaire. Alors, on veut des fermes qui sont un modèle agroalimentaire durable, pérenne. Valorisation et soutien des productrices et des producteurs pour justement un modèle pérenne agroalimentaire, agricole, accessibilité des produits à la population, parce qu'on sait qu'il y a plein de banques alimentaires partout et ils sont de plus en plus nécessaires. Donc, il y a un problème d'accès à l'alimentation, puis éducation et sensibilisation des citoyens dans leurs actions. Donc, vous voyez, ça rejoint ce que je disais un peu plus tôt. Mais ça, c'est des éléments sur lesquels nous, à l'Union des producteurs, on peut construire nos politiques. En parallèle à ça, depuis 5 ans, l'Union des producteurs, avec des partenaires, notamment les productions sous gestion de l'offre au Québec et au Canada, et le ministère des Relations internationales et de la francophonie, donc le ministère québécois, on soutient les travaux d'une chaire en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire. Ce qu'on remarque au niveau du commerce international, c'est qu'on a un droit commercial qui protège les échanges, protège les investissements, encadre les relations internationales, mais aussitôt qu'on veut adresser d'autres enjeux, notamment celui de la protection de l'environnement, celui des droits des travailleurs, tous les enjeux climatiques qui sont aussi en référence à l'environnement. Là, il existe à peu près rien. Là. Il n'y a rien sur lequel on peut s'appuyer pour exiger certains ajustements. Donc, il y a une faiblesse des autres volets du droit dans le commerce agroalimentaire et ce serait important de les inclure l'agriculture a un impact énorme sur l'environnement parce qu'on doit occuper des superficies très grandes du territoire pour produire. L'agriculture aussi, c'est souvent des salaires, on le voit dans plusieurs pays, c'est là où les salaires sont les moins élevés. Les travailleurs agricoles en Amérique du Sud et partout sont souvent les plus bas salariés. Donc, c'est une compétition déloyale par rapport aux pays où on exige des salaires minimums, même si ceux-ci sont toujours trop bas. Puis il y a des cas, et également au niveau de la salubrité des environnements, donc des aliments. Donc, c'est tous des enjeux sur lesquels la chaire en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire travaille. Et plus loin, je vous indiquerai ce que la chaire propose pour améliorer la situation. Suivant. Alors, c'est un défi qui est de taille, car, comme je disais, si on veut que chaque État se dote de politiques alimentaires qui soutiennent la construction de leur autonomie alimentaire, actuellement, avec les ententes telles que signées à l'OMC ou dans plusieurs conventions, ça limite cette autonomie ou possibilité qu'ont les États. Donc, lorsque les États sont limités dans leurs actions, on peut mentionner qu'ils n'ont pas leur souveraineté alimentaire. Et c'est, je dirais, une souveraineté politique pour développer leur autonomie alimentaire. Parce que souvent, dans ces grandes négociations-là, surtout les négociations multilatérales, les États moins puissants n'ont pas la capacité de se protéger dans ces conventions-là. Donc, je donne l'exemple des pays africains. Les pays africains, dans le développement de leur politique, de leur économie, n'ont pratiquement pas mis de tarifs pour se protéger des importations. Ce n'était pas un enjeu pour eux. Alors que les États-Unis, l'Europe, le Canada, dans les années 70-80, on a imposé des tarifs pour limiter l'importation ou le dumping de certains produits sur nos territoires.
les ententes de l'OMC nous ont obligés à diminuer certains de ces tarifs-là ou à payer un prix pour en conserver d'autres, mais on avait déjà des outils en place. Alors que les pays africains ou d'autres pays moins puissants qui ne s'étaient pas dotés de ces tarifs-là, eux, on leur a imposé, on leur a empêché de pouvoir en mettre en place. Donc, eux se retrouvent complètement désarmés par rapport à une entente internationale qui vise à ouvrir le commerce. Donc, eux sont complètement désarmés face à ça. Et ce sont les pays qui font face à beaucoup de dumping. Bien sûr, il y a des règles dans les ententes de l'OMC pour limiter le dumping, mais encore une fois, ces pays-là étant moins puissants, les risques de prendre des procédures contre l'Europe sont plus grands que l'avantage qu'ils pourraient obtenir d'utiliser les articles de l'OMC pour limiter le dumping. Alors, ces ententes-là ont protégé les avantages qu'avaient l'Europe et les États-Unis, et le Canada aussi notamment, au détriment des pays moins puissants qui, eux, n'étaient pas encore à ce niveau-là au niveau économique. Donc, lorsqu'on veut développer l'autonomie alimentaire et qu'on n'a pas d'outils, puis qu'il n'y a pas de possibilité de mettre en place, par exemple, des tarifs ou de développer une politique alimentaire nationale qui permettrait de construire l'autonomie alimentaire, mais c'est très difficile. Alors, il faut revoir ces accords-là, à ce niveau-là. Je ne sais pas si la nouvelle présidente de l'OMC, directrice générale de l'OMC, qui est africaine, va favoriser ça. On va revenir, s'il vous plaît, à la étape précédente, mais ça reste un enjeu. Il y a aussi toute la question de la imposer. Ici, on parle souvent de réciprocité des normes. Alors, le Canada, on a des normes de plus en plus exigeantes. La population est très soucieuse de la protection de l'environnement, donc on limite l'usage de certains pesticides. On impose des règles de salubrité très, très sévères, tout en permettant l'importation de produits provenant de pays avec des règles beaucoup moins exigeantes, avec des salaires beaucoup plus bas payés aux travailleurs agricoles. Donc, c'est sûr que quand ces produits-là arrivent sur nos marchés et que nous, on doit compétitionner ces produits importés-là, c'est très difficile pour les producteurs agricoles du Canada. La même chose aux États-Unis. Donc, il y a deux volets à ça. On entretient dans les pays pauvres les bas salaires parce que ça leur permet de compétitionner dans des pays comme le Canada. Et on induit une compétition déloyale par rapport aux producteurs d'ici qui, eux, sont soumis à des règles qui correspondent aux attentes sociétales du Canada, par exemple, ou du Québec. Alors, c'est un autre enjeu qui n'est pas adressé suffisamment, qui n'est pas suffisamment considéré dans les ententes internationales. Suivant. Je vais accélérer un peu, puis on va avoir le temps d'aller aux questions. Alors, tout ça pour vous dire que le système alimentaire mondial, oui, il fonctionne bien, mais il est fragile. Les stocks mondiaux de céréales sont très bas. On vit sur une récolte, d'une récolte à l'autre, en fait. C'est quand même inquiétant. Si jamais il y avait une crise climatique, on pourrait vite se retrouver en situation périlleuse. Le commerce doit participer à la sécurité alimentaire, mais il ne doit pas être un frein à l'autonomie alimentaire des nations ou au développement de l'autonomie alimentaire des nations. Et puis, je l'ai dit un peu plus tôt, en 2008, on avait vu ce que ça avait provoqué. On va aller à la suivante. Alors, le temps est venu de traiter l'agriculture et l'alimentation de façon exceptionnelle. Donc, nous, ce qu'on suggère, et c'est les travaux de la chaire sur la diversité alimentaire et agricole. La chaire suggère une convention internationale sur l'alimentation durable. Donc, une convention un peu à l'image de la Convention sur le climat ou la Convention sur la biodiversité. En fait, on aurait une convention sur l'alimentation durable qui viendrait appuyer la Convention sur le climat et la Convention sur la biodiversité. Donc, l'alimentation durable, c'est des aliments sains pour protéger la santé des gens. C'est des aliments produits dans des conditions selon des principes
d'agriculture durable, donc qui tiennent compte de la protection de la biodiversité, minimisent l'impact sur l'environnement. Les conventions aussi, alimentation durable, c'est protéger les travailleurs agricoles, assurer qu'il y ait des revenus décents, les protéger aussi au niveau de leur santé. On sait que dans plusieurs pays, les travailleurs agricoles utilisent des pesticides et autres produits de façon sans protection. Donc, il y a toute une série d'éléments qui pourraient être greffés à une convention sur l'alimentation durable qui viendrait civiliser le commerce agricole, mais le permettre en même temps et s'assurer que le commerce agricole fonctionne bien. Donc, pour nous, c'est une voie qu'on propose. On va certainement le proposer dans le cadre du sommet sur l'alimentation que la FAO va tenir cet automne. On a une coalition au Québec qui s'appelle la Coalition pour l'exception agricole alimentaire qui fait la promotion de cette convention-là. Et dans les prochaines semaines, prochains mois, vous allez voir de plus en plus d'activités mises en œuvre par cette coalition-là pour faire la promotion de cet outil-là qui pourrait s'ajouter aux outils internationaux que nous avons et ajouter au droit commercial un volet sociétal qui viendrait compléter les outils dont on a besoin pour avoir une alimentation durable sur la planète. Alors voilà, merci beaucoup. J'ai pris un peu plus de temps que prévu, mais j'espère que ça leur a suscité quelques questions. Merci, merci M. Groslot. J'invite tous ceux qui nous écoutent, qui ont des questions, là, vous pouvez aller au bas de votre écran dans l'outil Q&R et écrire les questions qui vous viennent en tête. Là, il nous reste 25 minutes environ pour prendre des questions. Donc, j'y vais. Je vous pose une première question de Pierre Guimond qui demande, avec l'accroissement des besoins alimentaires mondiaux, l'accroissement des préoccupations de souveraineté alimentaire dans plusieurs pays et les effets des changements climatiques, comment voyez-vous l'avenir de l'agriculture au Québec? Est-ce encore raisonnable de favoriser certaines productions plutôt que d'autres? Si oui, lesquelles? OK. Bon, j'imagine que M. Guimond fait référence aux productions de suggestion de l'offre qu'on favorise par une réglementation qui limite les importations. Je dirais oui. Premièrement, parce que ça permet d'occuper le territoire au Québec. On est dans un climat, disons, nordique, où la production fourragère est est facile à réaliser ici. Et au niveau environnemental, c'est une production qui est quand même, qui s'inscrit bien au niveau de la protection de l'environnement. Donc, on a plusieurs régions, puis je pense aux bovins aussi, là, de façon plus large, mais on a plusieurs régions qui sont moins propices à la production de céréales, qui se prêtent bien à la production fourragère. Et pour la production fourragère, bon, ça prend des bovins, chèvres ou moutons, mais ça prend des productions animales. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, ça s'est développé chez nous, là, parce qu'on avait ces avantages. Donc, de préserver ces avantages-là, ou d'utiliser ces avantages-là, c'est bien. Et pour pouvoir le faire, malheureusement, ça prend des tarifs qui nous protègent des importations parce qu'on a la chance, mais en même temps, la malchance d'être à côté d'un voisin énorme, dont les capacités de production sont gigantesques. Donc, si on veut maintenir certaines productions au Québec, on n'a pas le choix de les protéger. Merci. Une autre question de Chloé Trépanier. Le Canada n'est-il pas limité dans la signature de nouveaux accords de libre-échange par l'accord Canada-États-Unis-Mexique, notamment l'article voulant informer les autres parties de la signature d'un accord et ses conséquences? Ouais. Est-ce que cette disposition empêcherait le Canada de trouver des partenaires pour exporter ses produits alimentaires? Bon, ici, le nom de la personne qui a posé la question? Chloé Trépanier. Madame Trépanier, bon. Elle fait référence à la CIEM. Alors, il y a une clause dans cet accord-là qui oblige le Canada à informer ses éventuels partenaires commerciaux de toute négociation. Alors, c'est une clause qui est extrêmement invasive et que nous, on a décriée et que le Canada n'aurait jamais dû accepter. Parce que Mme Trépanier a raison. Dans les prochaines négociations que le Canada va mener, il va devoir
informer, on nous dit informer les États-Unis, mais il faut comprendre derrière ça que les États-Unis pourraient s'opposer ou indiquer au Canada son désaccord par rapport à certaines clauses d'une future entente avec un autre pays. Alors, à notre avis, c'est beaucoup trop invasif et on comprend mal que le Canada ait accepté cette clause-là dans le dernier accord avec les Américains. D'ailleurs, cette disposition-là de la CIUM ne s'applique pas au Mexique. Elle ne s'applique qu'au Canada. Raison d'autant plus sérieuse de s'en préoccuper. Il y a une question ici de Renaud Sancartier qui demande est-ce que le gouvernement canadien s'est positionné par rapport à ce projet de convention sur l'alimentation durable? Je ne sais pas si M. Sancartier réfère au projet de contrat social que vous avez. Non, il doit référer au projet de convention proposé par la chaire pour la diversité alimentaire. On a, comme vous l'avez vu, M. Sancartier, on travaille avec le gouvernement du Québec via le ministère des Relations internationales. Et la prochaine étape, c'est justement de partager ces travaux-là avec le gouvernement fédéral. Parce que pour faire évoluer, faire une convention comme celle-là, il faut que les pays, c'est les pays qui doivent la porter. On ne peut pas, nous, comme organisation syndicale ou organisation civile, déposer une convention, par exemple, à la FAO. Donc, on espère que le Canada pourrait faire sienne un projet comme celui-là. La coalition a commencé à faire la promotion de la convention en France, en Europe, à travers les organismes dans lesquels je participe. Beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt. Et les gens y voient une logique aussi. Donc, que ça s'inscrive dans le même ordre que les conventions sur le climat ou la biodiversité. Donc, il y a une certaine logique également. Là. Donc, c'est très intéressant la façon dont ça évolue actuellement. Puis moi, je suis très encouragé par ces travaux. Louise Parent demande quand on voit que le Québec n'a que 5 du territoire agricole canadien, ce qui semble peu, n'est-il pas possible d'envisager d'accroître ce territoire? Serait-ce souhaitable et bénéfique? Si oui, que faut-il faire? OK. Oui, on aimerait bien accroître le territoire, mais il faut quand même être conscient que dans le sud du Québec, dans les principales régions agricoles, principales régions productrices agricoles, je pense à la Montérégie, c'est sûr que la seule façon d'accroître, ça serait de continuer de défricher, parce qu'il y a déjà pas beaucoup il reste pas beaucoup de couverts forestiers dans certaines régions. Donc, si on veut accroître, il faut aller dans les régions où le couvert forestier est encore suffisant pour maintenir un équilibre environnemental. Mais il y aurait possibilité, effectivement, de continuer d'accroître les superficies en culture au Québec, sauf qu'actuellement, nous sommes... il y a un moratoire au Québec sur les superficies en culture dans plus de 600 municipalités. Ce moratoire-là date de 2004. Il a été instauré à l'époque parce qu'il y avait des surplus de phosphore dans les cours d'eau qui provenaient de l'épandage des lisiers. Donc, depuis 2004, on a emmené plusieurs correctifs. On a, dans tous les secteurs de production animale, que ce soit volaille ou autre, aujourd'hui, la qualité de l'eau s'est améliorée dans plusieurs régions. Dans plusieurs régions, même, on est en deçà des seuils de phosphore qui est jugé acceptable. Donc, on est revenu à un niveau plus normal. Et on devrait, selon nous, lever ce moratoire-là sous certaines conditions. On est d'accord qu'on ne doit pas se mettre à défricher partout et à bûcher sans considération. Il faut maintenir un équilibre dans l'environnement et au niveau entre le couvert forestier et le couvert agricole. Mais il y a aussi un autre enjeu au niveau des surplus de phosphore dans les cours d'eau, c'est tout ce qui est rejeté par les usines de filtration d'eau. On cible souvent l'agriculture, mais les municipalités émettent ou rejettent
beaucoup de phosphore également via les usines d'épuration des eaux. Donc, il n'y a pas seulement le secteur agricole qui est en cause. Mais oui, on pourrait accroître les superficies et le réchauffement climatique va peut-être nous permettre aussi d'étendre la production de certaines variétés de légumes ou autres dans les régions plus nordiques au Québec. Une autre question sur le territoire agricole. Quelqu'un demande, faut-il s'inquiéter de l'acquisition de notre territoire agricole par des propriétaires étrangers? On a parlé à une certaine époque que des intérêts chinois faisaient de grandes acquisitions de belles terres d'ici, comme c'est le cas, par exemple, en Afrique. Voyez-vous là un enjeu pour... OK. Le Québec est quand même assez bien protégé contre l'acquisition de terres agricoles par des investisseurs étrangers. Alors, on ne peut pas, au total, au Québec, l'ensemble des investisseurs étrangers sont limités à une certaine quantité de terres agricoles qu'ils pourraient acquérir. Alors, ce n'est pas très intéressant pour des grands acheteurs. Tout ce qui concerne l'acquisition par des investisseurs chinois a été vraiment exagéré. Il n'y a pas la possibilité pour eux de faire ici au Québec que ce qu'ils font en Afrique. Il y a des investisseurs d'origine chinoise qui ont investi au Québec, mais c'est des gens qui vivent au Québec. Donc, ce ne sont pas des investisseurs étrangers. L'acquisition par des fonds d'investissement ou des fonds spéculatifs de terres agricoles, c'est inquiétant malgré tout. Ces fonds-là, s'ils ont adresse sur rue à Montréal, sont considérés des investisseurs québécois. Mais il y a aussi des grands acheteurs, des grands investisseurs québécois qui achètent des terres. Les transactions agricoles, de terres agricoles, en 10 ans, les transactions qui étaient réalisées par des non-agriculteurs, en 10 ans, sont passées de 1 à 12 par année. Donc, c'est vous dire qu'il y a un intérêt des investisseurs pour les terres agricoles parce que les terres agricoles offrent une sécurité et un rendement qu'à peu près aucun placement n'offre actuellement. L'augmentation des prix, cette année encore, en moyenne, c'est 7,3 au Québec. Dans certaines régions, on voit du 15, 20, voire jusqu'à du 30 d'augmentation du prix des terres. Alors, c'est sûr que pour un investisseur, c'est extrêmement important, intéressant. Et pour les agriculteurs, c'est inquiétant. Parce que oui, ça peut paraître le fun de voir nos valeurs augmenter, mais lorsqu'on vient pour transférer ces terres-là à la génération suivante, c'est très compliqué parce que les rendements économiques de nos entreprises agricoles ne permettent pas de financer des transferts de valeur aussi importants. Alors, ça devient complexe et c'est très difficile pour les jeunes agriculteurs d'acheter un lopin de terre, d'acheter une terre et de démarrer en agriculture avec des valeurs aussi élevées. Alors, ça risque de faire changer le modèle agricole si on n'intervient pas d'une façon ou d'une autre, soit pour offrir du capital patient, alors là, du capital très patient, donc des prêts. On entend de plus en plus la notion de prêt pardonnable. M. Fitzgibbon fait des grosses annonces de ce temps-là, puis il parle beaucoup de prêts pardonnables. Est-ce qu'il faudra fonctionner de cette façon-là pour permettre à des agriculteurs d'accéder à la terre? J'espère que non. Mais il y a un enjeu. Il y a réellement un enjeu pour le futur de notre modèle agricole. Je ne dirais pas pour la production agricole, parce que les terres agricoles vont continuer d'être exploitées, mais par qui et sous quelles conditions, ça m'inquiète beaucoup. Quelqu'un vous demande, M. Guimond, pourriez-vous développer sur le thème de l'accessibilité des produits alimentaires québécois pour les Québécois versus les importations? Il écrit, les coûts de production ici n'empêchent-ils pas l'accès à certains produits d'ici par rapport aux importations pour celles et ceux qui n'en ont pas les moyens? Il prend pour exemple l'ail chinois qui occupe une grande part du marché alors que les équivalents québécois sont souvent chers. C'est sûr que là, on parle c'est un bel exemple. Lorsque vous regardez les conditions de production en Chine, les exigences sanitaires, le contrôle de l'usage de certains pesticides interdits ici, permis là-bas,
le coût de la main-d'œuvre par rapport à ici, parce que l'ail, c'est quand même, ça demande quand même assez intensif en main-d'œuvre. On arrive à des situations comme il explique. Ici, on a développé un créneau, beaucoup d'ail biologique. On s'est développé dans un créneau. On a niché ce produit-là pour le distinguer des importations aussi, ce qui n'est pas une mauvaise stratégie compte tenu du prix auquel ces importations-là sont offertes sur notre marché. Alors, c'est des stratégies commerciales, mais qui illustrent en même temps ce que je mentionnais. Si on exigeait aux producteurs chinois les règles sanitaires et phytosanitaires qu'on nous exige ici, probablement que l'ail chinois serait, pour certaines, je ne dis pas tous, là, mais certaines, c'est probablement interdit d'importation chez nous. Alors, c'est là où c'est 2 poids, 2 mesures. Alors, c'est pas qu'on ne veut pas compétitionner. Vous avez raison. Sur certains produits, compte tenu de la façon dont c'est fabriqué, on n'est pas capable de compétitionner ça. Mais est-ce que la qualité est là? C'est l'autre question. Quelles sont les avenues les plus prometteuses pour réduire l'empreinte carbone de la production agricole au Québec? Voyez-vous un intérêt grandissant sur les marchés d'exportation pour des productions à plus faible empreinte de carbone? Okay. Bon, je l'ai mentionné, les productions qui sont en croissance actuellement au Québec sont végétales, beaucoup de la production végétale, légumes, les légumineuses également, les céréales aussi. Donc, l'empreinte carbone est relativement faible dans ces productions-là. Les empreintes carbone sont plus importantes dans les productions alimentaires. Et là, nous, on voudrait... il y a des recherches qui se font, par exemple, j'apprenais récemment qu'en Alberta, on a réussi à réduire de 30 les émissions de méthane des bovins par l'alimentation. Donc, il y a des recherches qui se font pour réduire justement cette empreinte-là dans l'élevage bovin. Il faut aussi mettre ça dans le... faut tout mettre ça en perspective également. Il y a 9 des émissions de gaz à effet de serre au Québec et au Canada qui proviennent du secteur agricole. Alors que 50 de ces émissions-là proviennent du transport. Donc, c'est sûr que moins transporter de production agricole et manger localement, c'est une façon de réduire l'empreinte carbone de l'alimentation. L'autre chose, moi, j'aimerais que dans nos façons d'exprimer ça, on parle de l'empreinte carbone due à l'alimentation et non pas l'empreinte carbone de l'agriculture. Parce que finalement, nous, on a peu de possibilités on a peu d'effets sur le régime alimentaire des gens. Tant que les gens vont consommer du bœuf, on va produire du bœuf. Tant que les gens vont consommer du porc, on va produire du porc. Si les gens consomment plus de légumineuses, on va produire plus de légumineuses. Mais les agriculteurs n'imposent pas de régime alimentaire. Ils répondent à un régime alimentaire. Donc, lorsqu'on pose la question de l'empreinte carbone, il faut parler de l'empreinte carbone de l'alimentation et non pas uniquement de l'empreinte carbone de l'agriculture. Et là, on a une responsabilité partagée par rapport à cet enjeu. Merci. Comment la présence accrue du Québec à la table des négociations de l'AECG a-t-elle facilité la défense de vos intérêts lors des discussions de cet accord? Bien, malheureusement, j'ai de la misère à mesurer l'impact qu'on a eu parce que lorsque je regarde les importations de fromage qui ont été faites, parce que l'AECG, c'est l'accord avec l'Europe, lorsque je regarde les 17 000 tonnes supplémentaires de fromage qu'on doit importer au Canada, l'impact est principalement sur le Québec. D'abord parce que le Québec produit 40 de la production laitière canadienne. Ensuite, parce que le Québec fabrique 90 des fromages fins vendus au Canada. Alors, j'ai de la misère à mesurer l'impact positif qu'a eu la présence du Québec à la table de négociation.
Voilà une réponse simple et assez directe. J'arrive à la dernière question. Là. Ah non, il y en a d'autres qui sont en train de s'ajouter. Quelle est la position de l'UPA concernant la politique des grands détaillants d'imposer des frais de référencement ou de développement aux producteurs? Quel serait l'impact de cette politique sur la productivité agricole au Québec et au Canada? Bon, en fait, c'est un peu une politique, la politique des grands détaillants d'imposer des frais arbitraires, de décréter, je dis même, c'est des frais arbitraires. C'est une forme de discrimination par rapport à leurs fournisseurs. Alors, c'est sûr que si j'impose, comme Walmart l'a annoncé, des frais de 6,5 %, il y a certains fournisseurs qui ne pourront pas suivre, donc je les élimine de ma liste. Je travaille avec ceux qui sont prêts à baisser leurs prix. Donc, c'est sûr que ça nuit aux petits et moyens fournisseurs qui étaient peut-être sur cette liste-là auparavant. L'autre élément, c'est que c'est souvent des frais reportés sur les producteurs agricoles dans le secteur alimentaire. Parce que le fournisseur ne peut pas comprimer ses factures d'électricité, ne peut pas comprimer ses taxes foncières ou municipales, ne peut pas baisser le salaire de ses employés. Il ne peut pas demander à Hydro-Québec de baisser sa facture d'électricité. Alors souvent, pour être capable de baisser ou de couper de 6,5 %, il se retourne vers les producteurs agricoles puis il baisse ses prix. Parce que les producteurs agricoles n'ont pas beaucoup de pouvoir de négociation. Parce que si tu veux être sur le marché, il faut que tu passes par ces fournisseurs-là et ces détaillants-là. Alors souvent, la pression est reportée sur le prix des denrées agricoles. Alors c'est pour ça qu'on est intervenu auprès du tribunal de la concurrence pour demander qu'ils enquêtent la situation et qu'on a demandé au gouvernement du Québec d'imposer un code de bonne pratique aux détaillants dans leur relation avec les fournisseurs. Donc, on attend une suite à ces deux actions-là. Mais et il y a plusieurs pays qui ont commencé à prendre des mesures pour cet enjeu-là. La France, par exemple, ils ont un observatoire des prix pour voir les marges que chacun se prend. En Angleterre, on a un code de bonne pratique qui, au départ, avait été volontaire. Maintenant, il a été imposé par législation parce que sur une base volontaire, ça ne fonctionnait pas. Et ici, au Canada, Mme Bibeau et M. Lamontagne sont responsables de déposer un rapport et une analyse de la situation lors de la prochaine rencontre fédérale provinciale des ministres de l'Agriculture. Alors, on pousse dans ce sens-là. Puis, de façon générale, les fournisseurs et les producteurs agricoles, on est unanime à la nécessité d'avoir un code des bonnes pratiques dans l'environnement très concentré des détaillants dans lequel on doit œuvrer maintenant. Merci. Là, ce sera vraiment la dernière question. Comment avez-vous accueilli les commentaires du premier ministre Legault sur la nécessité d'augmenter notre autonomie alimentaire et quel est l'avenir de la production en serre au Québec? Bon. Alors, c'était une très bonne... en fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu au Québec un gouvernement qui a identifié l'agriculture comme un vecteur important de son économie. Et ça fait du bien à tout le monde. On a vu plusieurs annonces d'ailleurs dans les derniers mois là-dessus. Au niveau de la production en serre au Québec, on est bien positionné si on soutient l'investissement et on partage les risques avec les investisseurs. D'abord parce que on a de l'électricité propre et quand même des taux intéressants, surtout depuis que la Régie de l'énergie a adopté un taux spécifique à la production en serre. Deuxièmement, on a la biomasse aussi. Parce que les producteurs en serre ont besoin de deux sources d'énergie. Ils ne peuvent pas dépendre d'une seule source d'énergie. Donc, l'électricité, c'est pour éclairer, surtout, alors que la biomasse sert à chauffer les serres. Et ici, on dispose d'une source importante de biomasse. Donc, et ça aussi, c'est une source propre parce que c'est au niveau gaz à effet de serre, c'est une source neutre, la biomasse. Donc, deux éléments importants. Puis, on est à proximité de très grands marchés. Qu'on pense au marché nord-américain, par exemple. Donc,
oui, on est bien positionné pour développer ce secteur-là, puis il y a de l'espace pour le faire au Québec. Merci, M. Groslot, pour cette présentation très informative. Et je repasse la parole à M. Grégoire. Merci beaucoup à notre conférencier, M. Marcel Groslot, et à notre modératrice, Mme Mallory Flon. Et merci à tous de votre participation et de vos questions. Grâce à notre invité, nous voyons que l'agriculture au Québec fait face à de grands enjeux internationaux. Et je suis persuadé que, comme moi, vous en avez appris beaucoup sur ce sujet super intéressant et qui s'avère très complexe, en fait. N'oubliez pas de continuer à nous suivre sur nos médias sociaux, car d'autres événements seront annoncés bientôt. Plusieurs événements virtuels des autres sections CIC étant accessibles à tous. Jetez aussi un coup d'œil sur le calendrier des activités sur le site du Conseil international à l'adresse indiquée plus tôt en cliquant sur l'événement. Merci d'avoir participé à notre activité et je vous invite encore une fois à devenir membre du CIC en consultant notre site conseilinternational.org. On se dit donc à la prochaine. Merci à tous et au revoir. Merci.